Bienvenue à Laval au festival Premier Roman, à cette table ronde intitulée Raconter la guerre. Comment relater, informer sur des conflits, des guerres, des zones en tension. Pour tenter de répondre à cette question, nous donnerons la parole à Émilienne Malfato. Bonjour. Bonjour. Vous êtes photojournaliste indépendante et écrivaine. Votre terrain, c'est l'Irak. Vous vous intéressez aux questions sociales et aux post-conflits. Votre premier roman s'intitule « Que sur toi se lamente le tigre », sélectionné par ce festival. Il raconte l'histoire implacable d'un féminicide à travers les points de vue des membres d'une même famille. Oui. À vos côtés, Thibaut Dupont, qui est maraîcher. Mais il est aussi ancien reporter de guerre. Il a couvert plusieurs conflits armés en Libye, la guerre en Afghanistan et en Syrie pour BFM TV. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Yaria Belaskri, vous êtes romancier et journaliste. Votre dernier ouvrage, le livre d'Amraï, si je le dis bien, est le récit d'une jeunesse marquée au fer de la guerre et de la violence en Algérie. Ça n'est pas dit dans le roman, mais c'est pas grave. Oui, ça va. Oui. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez, on va faire un petit tour de table, vous pouvez nous dire quelle est en fait ou quelle a été votre approche pour traiter d'un conflit armé? Comment vous travaillez concrètement? Comment vous avez travaillé sur le terrain, Émilienne, par exemple, pour commencer? Alors, moi, en fait, je distingue deux périodes, c'est-à-dire que j'ai couvert effectivement la guerre dans le nord de l'Irak, la guerre qui opposait les troupes principalement kurdes et irakiennes à l'organisation État islamique. Donc ça, c'était du journalisme de guerre assez classique, avec une ligne de front, avec voilà, tout ce qu'on peut imaginer quand on dit journalisme de guerre. Et puis, je m'en suis en fait pas mal détachée. Et là, je continue à travailler beaucoup en Irak, comme vous l'avez dit, mais avec une approche à la fois beaucoup plus sur le long terme, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus intimiste, et en racontant les choses qui sont dans le post-conflit et les choses qui sont adjacentes au conflit, qui sont autour du conflit, et puis aussi tout ce qui se passe en Irak et qui n'est pas de l'ordre de la guerre, parce que faut aussi rappeler que c'est pas parce que il y a eu la guerre à un moment ou qu'il y a eu la guerre dans une région que toute la vérité du pays, toute la réalité du pays se résume à ça. Les médias ont trop souvent tendance à faire ça, et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça. Thibaut, vous, votre approche, ça a été quoi? Moi, c'était des reportages plutôt long format, mais toujours d'actualité pour BFM TV. Et du coup, c'était être envoyé entre quelques jours et jusqu'à 3 semaines, un mois sur une zone de conflit pour raconter ce qui se passe à l'instant T, quoi. Et Yaria, vous, c'est une autre manière en fait de raconter la guerre. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre démarche? En fait, comme tu l'as si bien dit, moi je suis romancier, donc j'écris des romans, et dans ces romans-là, j'explore la condition humaine, que ce soit à travers la guerre ou pas, ou à travers un certain nombre d'événements, c'est-à-dire comment un homme, une femme, dans sa trajectoire, dans ses aspirations, dans ses ambitions, dans sa présence au monde, peut être contestée, peut être mise à mal par des événements qui le dépassent. Donc c'est cela. Il s'avère que dans ce roman, nulle part ce n'est mentionné que c'est l'Algérie, il n'y a pas de mention de lieu, mais bien sûr qu'il y a l'évocation de figures tutélaires comme Saint-Augustin, comme l'émir Abdelkader, comme la Kahina, la reine juive berbère, qui sont de cette terre, évoquent l'Algérie. Mais, et bien entendu, le personnage de ce roman traverse une guerre enfant. Mais en fait, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour mettre en branle cette vision de l'être humain et de sa présence au monde. Donc moi, voilà, c'est une approche complètement différente de raconter les conflits. Est-ce que vous êtes d'ailleurs déjà, en exerçant votre métier, posé cette question en fait? Comment je raconte une guerre, un conflit?
Est-ce qu'on se pose la question quand on fait son travail sur la manière dont peut être perçue en fait certaines images, je pense à vous, certaines vidéos? Moi, je dirais pas au moment où on le fait. Moi, je pense que couvrir la guerre, ça se couvre un peu comme tout ce qu'on peut être amené à couvrir en tant que journaliste. Après, au moment de la diffusion ou de la construction d'un reportage, je sais pas toi pour les photos, mais moi, je me rappelle que j'avais tendance à filmer ce qui se passe et ensuite, des fois, se dire, bah ça, c'est une image qui peut être, bah, comme on est sur un terrain de guerre, très choquant. Est-ce qu'il y a une vraie information derrière ou est-ce qu'on peut éventuellement s'en passer Mais en tant que... Enfin, ça, c'est plutôt à la diffusion, quoi. Dans la couverture, moi, en tout cas, je me suis jamais posé la question de tiens, c'est la guerre, alors est-ce que comme c'est un événement vraiment particulier, il faut le couvrir d'une façon particulière, quoi. Oui, sur le moment même, on est dans l'action, en fait. Ouais, Donc, ouais. je pense que la réflexion, effectivement, elle se fait éventuellement a posteriori ou dans des moments de répit, quoi, entre deux événements qu'on couvre. Mais quand on est dans l'action, voilà, on y est et on réfléchit pas forcément. Enfin, on n'a pas forcément cette réflexion-là. Et d'ailleurs, vous deux, en tant que journaliste, vous avez été sur ces terrains-là, c'est vrai que les gens, ils ne savent pas vraiment comment vous travaillez. Comment ça se passe en fait réellement sur le terrain vous travaillez comment en fait? Bah, Vas-y, sûrement on ne travaillait pas pareil parce qu'en plus on n'avait pas les mêmes médias et tout. Nous on travaille beaucoup avec un fixeur. C'est une personne qui à la fois sert de traducteur mais aussi d'historien, c'est quelqu'un qui va avoir, nous on arrive à un instant T à un endroit et c'est quelqu'un qui va avoir tout le background de la zone, du conflit, de la géographie, enfin un peu tout quoi, qui nous permet de nous aiguiller et de savoir, bah voilà, deux personnes qu'on voit s'embrouiller dans la rue, voilà, dans cette rue-là, je sais pas, les gens s'entendent pas d'avant, il y a des vieux conflits, il y a des histoires, et ça nous permet d'avoir toute cette perception-là, quoi. Donc déjà, trouver un fixeur ou prendre contact avec un fixeur quand c'est une zone qu'on ne connaît pas. Et puis après, on travaille. La guerre, moi, je trouve que c'est c'est quelque chose d'assez facile à couvrir. C'est beaucoup de logistique, mais c'est quelque chose d'assez facile à couvrir parce que bah, toutes les émotions humaines sont décuplées, il se passe énormément de choses et donc il y a toujours énormément de choses à raconter sans trop de difficultés, moi j'ai toujours trouvé. Mais... Alors, je pense que effectivement, notre façon de travailler était assez différente. Déjà parce que tu faisais de la télévision, ce que je ne faisais pas, et il y avait une équipe en fait. Alors que moi, je travaille et j'ai souvent travaillé seule. Là, ça fait très très longtemps que j'ai pas eu besoin de faire appel au service d'un fixeur, donc un de ses facilitateurs. Mais c'est parce que tu parles arabe voilà, aussi. parce que je parle arabe. Après, quand je travaillais au Kurdistan, mon kurde étant absolument lamentable, il y avait des fois où effectivement, même assez régulièrement, je devais faire appel à des fixeurs. Mais sinon, disons que dans mon cas, je vivais aussi vraiment en permanence au Kurdistan irakien. Donc j'avais un réseau, c'est-à-dire que j'avais accès à des lignes de front où par exemple je connaissais les commandants de ces fronts. Je leur passais un coup de fil, je disais ok, est-ce que je peux venir? Et là vous prenez un taxi. Le taxi vous laisse à un checkpoint, au checkpoint qui correspond à une entrée d'une ligne de front. Et là à ce moment-là, une voiture militaire vient vous chercher, vous emmène sur le front. Et voilà. Après là, moi je parle d'une période qui était la période, si on parle par exemple de l'Irak, il y a eu la période pré-bataille de Mossoul, où c'était quelque part une guerre de position, avec quasiment une guerre de tranchées, qui était assez statique, avec beaucoup d'attentes. Et puis il y a eu la bataille de Mossoul elle-même, que moi en l'occurrence je n'ai pas couverte, la bataille dans la ville de Mossoul. Mais je pense que la logistique était effectivement différente aussi, selon si on est sur un front statique ou sur un front mouvant. Donc c'est à chaque fois assez spécifique. Après, ce que tu dis sur les émotions qui y sont, c'est tout à fait vrai. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'arriver à parfois faire un espèce de zoom arrière et de montrer ce qu'il y a au-delà de l'aspect brut un soldat tient une Kalachnikov à 200 mètres d'un autre soldat qui tient une autre Kalachnikov, et d'arriver à sortir de ça et à raconter en fait
le contexte histoires un peu plus autour, global. quoi. Enfin, la Exactement. vie autour. La en fait, vie quoi. autour, voilà. Bien Ouais. sûr, bien sûr. Parce qu'on pense souvent qu'en fait, raconter la guerre, c'est raconter la mort, et en fait, c'est aussi raconter la vie. Bah ça, c'est ressorti quand je vous ai parlé. Vous m'avez tous les deux parlé de la vie, en fait. Et je pense que... Là, relater la guerre, c'est vrai qu'on peut... Nous entendons là des témoignages de journalistes, reporters de guerre, qui sont allés ramener l'information pour le public, qu'ils soient irakiens, français ou ailleurs, pour dire ce qui se passe. Moi, dans mon cas, je suis romancier, j'ai été journaliste avant, mais je n'ai pas eu à faire un territoire de guerre. Mais la littérature, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand l'écrivain est devant son ordinateur ou devant son papier, il entreprend d'écrire un texte romanesque, et à ce moment-là, c'est l'écriture qui l'emporte et ces personnages qu'il va créer qui vont l'emmener jusqu'à un certain point. Dans mon roman, Le Livre d'Amraï, c'est l'histoire d'un homme, et c'est dans l'enfance qu'il rencontre la guerre. Il vit la guerre durant son enfance, et cette guerre, bien sûr, va laisser des traces en lui. Mais quand l'écrivain s'empare d'un fait, d'une chose, il va peut-être plus avoir affaire à son imagination plutôt qu'à un document. Ça me rappelle le poète roumain Ilari Voianca, qui a écrit un texte qui est remarquable, un texte sur la guerre. Et il imagine deux pays qui s'appelleraient l'un la Goranie et l'autre la Zambilie, séparés par un pays qui est entre les deux. Et la Goranie fait la guerre à la Zambilie. La Goranie envoie des avions qui vont traverser ce pays, survoler ce pays, et des blindés qui vont traverser ce pays-là. Donc, pour faire la guerre au pays ennemi, ils sont obligés de bombarder le premier pays parce qu'ils ne le laissent pas passer. Et ils vont jusque là-bas, ils envoient des avions pour bombarder l'autre pays éloigné. Et il dit, mais pourquoi vous faites ça? Ce serait bien que les avions de la Goranie bombardent les populations de Goranie, puisqu'ils connaissent leur pays. Les cibles sont plus intéressantes. Et les avions de la Zambilie vont bombarder la population de Zambilie. Et voilà, quand vous aurez exterminé vos deux peuples, la guerre est finie. C'est extraordinaire. Et c'est ça ce que je veux dire. Je veux dire par là qu'on n'a pas besoin, en tant qu'écrivain, c'est parce que certains parlent de connaissance de cause, pas de l'imaginaire, mais en fait, c'est l'imaginaire, beaucoup. Bien évidemment, en écrivant ce texte, il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience personnelle aussi. Je n'ai pas fait de guerre, moi, mais enfin, j'ai vécu enfant une guerre. Mais, je veux dire, l'approche n'est pas la même. Le journaliste, il est dans le feu de l'action, comme le disait Émilienne. Il raconte, il voit l'horreur et tout ça. Et eux, c'est par leur filtre que nous arrive l'information. Et c'est tout c'est tout le défi du journaliste. L'écriture littéraire est autre chose. Et ça aussi, ça pose une autre question. C'est en tant que journaliste étranger, quand on arrive dans une zone de conflit, quelle légitimité on a aussi de traiter un conflit qui ne nous appartient pas finalement, parce que on est débarqué sur place, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans le pays. Est-ce que on traite mieux ou moins bien? Enfin, c'est... Ça vaut pour tout en même temps. Quand tu es journaliste, tu arrives à un endroit, est-ce que, je sais pas, le droit de raconter quelque chose, on le prend, quoi. Après, la légitimité, ça, je sais pas, ça appartient aux gens qui voient les reportages de se dire. Mais plus largement, moi, je trouve enfin, la question, elle renvoie un peu, tu vois, à comment dire, la crédibilité qu'on a, et plutôt les gens, je trouve, ils attendent un peu trop parfois des reportages de guerre, quoi, qui sont juste une photo, un instant T, comme on disait tout à l'heure, de la vie, des problèmes que la guerre peut engendrer, plutôt qu'une analyse géopolitique ou une vérité sur qui a raison d'envahir qui, ou quelles sont les raisons dont on s'aperçoit bien souvent derrière qu'on
qu'on n'en connaissait rien. Et... Bah souvent, quand on est sur place, on n'a pas le recul nécessaire. En plus, quand on est dans l'action, c'est peut-être pour ça qu'Emilienne, vous avez choisi aussi, enfin, tu as choisi de couvrir le post-conflit. Oui, non, c'est vrai. Et puis, juste pour rebondir sur ce que disait Thibaut, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et il y a une espèce de tendance parfois avec certaines, on va dire, rédactions, quoi, au sens large du terme, qui en fait ont une idée préconçue de ce que doit être la réalité sur le terrain et qui quelque part disent bon ben voilà, il va se passer grosso modo ça, et donc je veux que la réalité en fait rentre dans la boîte que moi j'ai formée dans mon esprit, dans ma maquette, qui correspond à ça. Et là c'est un vrai problème en fait, parce que si vous arrivez et que vous venez quelque part chercher la confirmation de ce que quelqu'un dans une rédaction parisienne ou ailleurs quoi, a décidé, à ce moment-là, enfin, ça pose plein de questions, même en termes d'éthique, etc., quoi. Et sur la question en fait, de la légitimité du journaliste étranger ou pas, ça renvoie aussi, à mon avis, à une autre question qui est celle de pourquoi est-ce que peut-être, et là c'est ma position de journaliste freelance, et plus généralement sur la question des freelances, pourquoi est-ce que des médias vont chercher de préférence à donner un assignment, passer une commande à un journaliste étranger dans un pays, plutôt que de chercher s'il n'y a pas des journalistes locaux ou des photographes locaux qui pourraient le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein, je pose la question de dire pourquoi avoir cette démarche-là. Alors après, je me tire un peu une balle dans le pied, parce que moi, si on arrête de passer commande sur l'Irak, je ne vis plus. Mais je pense que la question mérite d'être posée et de dire, attention, par quel prisme est-ce qu'on voit le monde ? Il y a eu, c'était peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu un article qui est sorti et qui disait, en fait, qui parlait de la photographie, et qui disait, en fait, le prisme, le regard photographique avec lequel on voit le monde, c'est celui de l'homme occidental et blanc. Oui. Et en fait, c'est vrai. Et le fait est que ça veut dire aussi quelque chose, quoi. Moi, je crois que la question de la légitimité est biaisée. Elle est biaisée dans le sens où, si elle est journaliste, elle est légitime à faire son travail. C'est tout, fondamentalement, déjà au départ. Et d'autant plus pour l'écrivain, il est légitime de s'emparer de n'importe quel fait et d'en faire un roman, quand on est dans la fiction. La légitimité n'est pas à ce niveau-là. Et je crois que le terme exact qui est intéressant que pose Emilienne, c'est l'éthique. C'est cela. On demande à un journaliste de répondre à une éthique. Et il y a eu des reporters de guerre remarquables dans l'histoire, partout dans le monde, qu'ils soient autochtones ou venant d'ailleurs, des gens qui ont fait leur travail avec beaucoup de courage, avec beaucoup de, avec l'objectivité qu'il faut, parce que de toute façon on n'est pas tout à fait objectif, mais avec ce qu'il faut pour rendre compte. Maintenant, c'est le traitement ensuite qui est fait par l'information. C'est le choix en fait. C'est cela. Ça c'est après. Mais ce n'est pas le reporter. Le reporter fait son travail. Il prend des risques. Il ramène des images ou de l'écrit, des photos, tout ça. C'est comment, par la suite, on va traiter cela et comment on montre. Emilienne parlait de quelque chose de précis. On parle de l'Irak en guerre, mais il ne faut pas oublier que l'Irak est un pays qui est vivant, qui vit, qui entreprend. Il y a des femmes et des hommes qui tous les jours entreprennent leur vie, se créent, s'inventent. Et chaque jour, il y a des enfants qui vont à l'école, d'autres qui vont à l'université. Et chaque jour, il y a un train qui part. Il y a des bus qui s'en vont. Il y a des avions qui décollent, d'autres qui atterrissent. C'est cela, la vie d'un pays. Or, quand on est de quelque part, qu'on a une vision du monde biaisée, on ne parle de ce pays qu'à travers la guerre, à travers ses malheurs. Mais ce pays sait aussi créer du bonheur et de la joie. Mais ça, on ne le voit pas. Donc c'est le traitement ensuite. Mais la légitimité, quand il partait, il était légitime, parce qu'il est journaliste, reporter. Je veux dire, la question ne se pose pas à ce niveau-là. C'est l'éthique du journaliste, pas du journaliste, mais c'est l'éthique des maisons, des diffuseurs, des chaînes de télé, des radios, tout cela. On a vu de magnifiques reportages, par exemple, dans la presse écrite. Très bon. Mais puis on a vu aussi des reportages
dans la presse écrite qui n'avait rien à voir, qui était de côté, quoi. Moi, je crois que la question de la légitimité ne se pose pas, franchement. Après, il y a un phénomène quand même qui est que quand il y a un conflit armé quelque part, va y avoir, du coup, on en a parlé au téléphone, mais il y a des journalistes, certains journalistes, pas tous, hein, mais qui viennent pour faire Mossoul, pour faire voilà, un conflit. Vous m'avez parlé d'une catégorie de journalistes qui s'appelle les vestes à poche. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce phénomène ? Ouais, c'est que les journalistes, moi j'en suis sorti, donc j'en parle avec d'autant plus de facilité, mais c'est une profession où tout le monde se serre les coudes, mais c'est comme dans tous les métiers, il y a des très mauvais journalistes, quoi, et sur les zones de guerre, il y a des gens qui font très mal leur travail, ou qui sont là pour faire un peu autre chose que leur travail, ou le spectacle, ou se faire mousser, ou vivre un espèce de frisson qu'on peut partager sur les réseaux sociaux pour se sentir important, quoi. Et c'est vrai que il y en a. Il y en a. C'est gênant pour un peu quelque chose que tu as évoqué avant, qui est que à Paris, les rédactions, elles vont voir un reportage avec un gars qui se met en scène avec un gilet pare-balles, un casque, puis du coup on va t'appeler en disant bon bah alors c'est chaud. En fait, tu vois, ça fait 2 jours qu'il ne se passe pas grand-chose et le gars il a mis son gilet pare-balles et son casque pour faire le kéké. Et ça, c'est des choses qu'on voit sur le terrain. Quoi. Oui, les mecs vraiment. qui mettent leur casque et leur gilet, qui sont là en mode les balles vont bientôt siffler et tout le monde boit un thé autour et vous savez pas, mais il se passe rien. Moi, j'ai vu en Libye, quand c'était la bataille de Tripoli, tous les journalistes étaient dans un hôtel. Un peu désaffecté et tout, mais à des moments où c'était pas dangereux, où les mecs sirotaient des coca au soleil, allaient mettre leur gilet pare-balles, montaient sur une petite caisse et faisaient un duplex, quoi. C'est un peu cynique quand même, ça. Bah là, ça c'est problématique. Voilà. Enfin, déjà d'un point de vue humain, personnel, c'est problématique. Ouais. Puis après, d'un point de vue éthique, d'un point de vue de l'information que tu délivres, ça pose un problème. Tu vois un gars avec un gilet pare-balles et un casque qui est en train de parler, tu te dis, dis donc, il se passe des choses à cet endroit-là, quoi. Ouais. Alors que pas du tout. Donc les vestes à poche, ça. Moi, au Mali, on a déjà passé la journée avec un gars, avec un collègue de radio en voiture pour l'entendre dormir à un endroit à 600 km de la ligne de front, parce que le Mali, le temps de traverser le pays, c'est dur. Le gars, le lendemain matin, il était en direct à la radio en train de faire des duplex en expliquant qu'il était sur la ligne de front, quoi. Ou quand vous avez après des soldats qui vous demandent si vous n'auriez pas envie qu'ils balancent quelques obus de mortier. Ben voilà quoi, juste pour la photo, pour la vidéo, parce qu'ils ont eu des gens avant qui étaient bien contents de pouvoir faire une prise quand il y avait ça. Et là, quand on vous dit ça, mais c'est un peu surréaliste en fait, quoi. Vous dites, mais dans quel monde on vit ? Et qu'est-ce que ça dit aussi de la profession, d'une partie de la profession, parce qu'il ne faut pas généraliser non plus. Oui, tout le monde, il y a aussi des très bons journalistes. Après, le problème, c'est aussi Parce que nous avons l'impression que vous donnez la face hideuse du journalisme, du reporter de guerre aussi. Hein, là. Moi, je suis effrayé. Non, mais après, il n'y a pas que des mauvaises intentions, mais je pense aussi quand une chaîne de télé ou un journal envoie pendant 3 semaines quelqu'un sur place, il a envie d'avoir, c'est très moche, mais un espèce de retour sur investissement qui a un maximum de reportages avec le maximum de choses dedans, quoi. Or, la guerre, c'est beaucoup de jours à fumer des clopes en attendant qu'il se passe quelque chose, parce que des fois les lignes de front, non mais c'est vrai. Mais c'est vrai, mais complètement. Il se passe 10 jours, il se passe rien. Et alors que ça, c'est intéressant à raconter. Ça pourrait être extrêmement intéressant à raconter. Bien sûr. Mais c'est la recherche aussi d'images chocs, d'aller photographier aussi l'horreur de la guerre. Et justement sur ça, est-ce qu'on peut tout raconter, tout filmer, tout photographier, ou on doit faire son travail avec une pudeur Comment vous voyez ça ? Moi, je pense qu'on peut tout. Moi, je pense qu'on peut tout montrer, tout raconter. Après, il faut que ça ait un intérêt. Si c'est montrer des enfants morts pour dire de montrer des enfants morts, faut qu'il y ait une information, il faut qu'il y ait une justification. Non, mais si on parle des choses les plus horribles qu'on peut voir ou des choses comme ça. Moi, personnellement, je pense qu'on peut tout montrer. Il faut que ça soit justifié, quoi. Or, il y a plein de moments où c'est pas forcément justifié de montrer la mort ou des corps déchiquetés pour parler de l'horreur de la guerre, quoi. Enfin, je sais pas. Oui, non, je suis d'accord. Il y a d'autres manières d'en parler. Après,
je pense qu'on fait aussi des choix selon le type de pression, entre guillemets, Ouais. de pression auquel on est soumis. Donc, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, en tant que freelance, j'ai heureusement jamais vraiment ressenti ça, cette espèce de nécessité de ramener un certain type d'image. Après, ça m'est arrivé de dire, ben non, là, l'appareil photo, il reste dans mon sac. Là, la question, je la poserai pas. Après, c'est pas une limite qu'on s'impose, c'est juste que sur le moment, on me dit, ok, non, ça, c'est pas nécessaire, ou ça va retraumatiser les gens. Parce qu'il faut pas oublier que quand on parle de la guerre, il y a aussi une partie importante des reportages de guerre qui consiste, par exemple, à demander aux gens de raconter ce qu'ils ont vécu. Et quand on fait ça, c'est nécessaire et c'est intéressant et c'est de l'information, mais il ne faut pas oublier que la personne en face, on lui fait revivre un traumatisme et on lui fait raconter ce qu'elle a vécu. Et après, le journaliste, en fait, il s'en va. Et il faut... Enfin, voilà, je pense que c'est important aussi de réaliser que, voilà, c'est pas... on n'est pas comme ça, ex nihilo, et enfin, ce qu'on fait, ça peut avoir des conséquences. Et il faut le garder en tête, en fait. Il ne faut pas aller gratter une plaie. Si c'est pour quelque chose qui n'est pas nécessaire, je pense qu'il faut savoir se poser la question. Oui. Enfin, pour revenir à la littérature, en ce qui me concerne, je crois qu'il y a... on n'a pas besoin aussi de décrire un corps déchiqueté pour parler de guerre. On peut très bien évoquer la guerre à travers juste un mur criblé de balles, par exemple. Ou alors par des allusions comme ça, une ellipse. Et ça suffit pour sentir et faire voir comment le personnage a été transformé ou a été traumatisé par cette guerre-là. Dans mon roman, Amraï est un enfant qui ne fait pas la guerre, mais il vit la guerre. Et cette guerre-là, il suffit qu'il voit un jour un corps dans la rue, et on sait que c'est effrayant pour lui. Il suffit qu'on sache par la suite qu'il va frapper à la maison de son copain qui allait en classe avec lui, et qu'on lui dise eh, « non, il est parti, il ne reviendra plus ». Et pour lui, c'est déjà un traumatisme considérable. Elle n'a pas besoin de parler du mot traumatisme le poser dans le roman. C'est cette action-là qui montre que c'est un traumatisme incroyable que va vivre cet enfant. Dès le début, pendant 3, 4 ans, 5 ans, et cet enfant l'accompagne, ils vont ensemble en classe, et puis un jour, cet enfant n'est pas là. Et puis les jours, les mois, les années passent, et cet enfant ne revient plus jamais. Ça suffit. Ça suffit pour dire la guerre et l'horreur de la guerre. Le travail du journaliste, c'est autre chose. Mais je crois que dans tout travail, il y a aussi la décence. La pudeur. Au-delà de la pudeur, la décence, être décent et être, disons, ne pas chercher le scoop à tout prix, le fabriquer, tout ça, pour le côté journaliste. Mais maintenant, moi, je fais confiance aux journalistes. J'ai été journaliste et je connais beaucoup de journalistes, femmes et hommes, qui ont fait leur travail de manière remarquable et de manière professionnelle. Quant à la littérature, si quelqu'un me dépeint un enfant ou un homme ou une femme à terre déchiqueté, pourquoi? Et on n'a pas besoin de cela. On a besoin de faire toucher du doigt, parce que ce n'est pas le rôle de l'écrivain, juste essayer d'explorer cette condition de l'être qui est là et donner, approcher, non pas parce qu'il n'y a pas de vérité, mais approcher quelque chose qui est indicible. Et c'est ça le rôle de la littérature. C'est cet indicible-là. Autrement, moi, je n'ai pas besoin d'aller lire un roman pour apprendre sur la guerre. Non, non, le roman est un moment qui me transporte vers quelque chose et qui, comme le dit Julien Gracq, crée une sensation autour des tempes. Donc c'est ça, la littérature. Donc, mais quand on parle de journalisme, c'est autre chose. Et alors j'ai une question, après c'est pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a peu de journalistes de guerre femmes. Alors pourquoi? Je crois qu'il y en a de plus en plus. Oui, mais Emilienne, je crois que vous m'avez parlé d'une situation qui vous est arrivée, qui vous a...
Alors, oui, il y en a de plus en plus des journalistes de guerre femmes. Il y en a d'excellentes, quoi, dans n'importe quel média. Enfin, voilà, c'est des gens absolument extraordinaires. Oui, la situation qu'on a évoquée au téléphone et qui, en fait, explique pourquoi est-ce que moi, à un moment, j'ai fait ce pas de côté du journalisme, on va dire, de guerre traditionnel. C'est parce que quand la bataille de Mossoul, à proprement parler, a été lancée, donc vraiment l'offensive sur la ville, donc à l'automne 2016, moi, il s'est trouvé que je vivais en Irak depuis 1 an et demi, donc j'avais une certaine connaissance du terrain, j'avais couvert certaines offensives préliminaires pour s'approcher de la ville, et puis... voilà, vous disiez tout à l'heure l'idée de faire Mossoul, ou Thibaut disait de se faire un petit peu mousser. Il y a eu cet engouement-là pour la bataille de Mossoul. Et à ce moment-là, un média pour lequel je travaillais régulièrement depuis plus d'1 an m'a fait une réponse du style, je paraphrase, mais c'est comme ça que je l'ai compris, c'était en gros... merci ma petite fille, mais là, on va envoyer des vrais mecs pour couvrir cet événement. Et en fait, je l'ai extrêmement mal pris. Et là, là, ça m'a aussi confortée dans l'idée, je pense, qui était déjà sous-jacente de faire un pas de côté de ce type de journalisme. Mais oui, c'est un milieu, mais comme des tas de milieux. C'est un milieu qui est macho, c'est un milieu qui est misogyne. On parlait des gilets à poche. Le gilet à poche, il est quand même testostéroné, un petit peu par définition. Ouais, carrément. Donc voilà, c'est un drôle de milieu. Après, moi, je pense que dans mon métier, dans la manière dont je fais mon métier, le fait d'être une femme est un atout absolument. Mais aussi parce que je travaille sur le long terme, je travaille beaucoup sur la question de l'intime. Et moi, je suis persuadée que les accès que j'ai, le fait d'être une femme les facilite énormément. On parle peu aussi du destin des femmes pendant une guerre. On en parle moins en général. Ou on en parle de façon un peu... Caricaturelle. Oui, j'allais dire un peu... je cherche le mot. Je pensais à tout cet engouement médiatique qu'il y a eu pour les femmes yazidis de la minorité du nord de l'Irak, les femmes qui ont été notamment menées en esclavage par l'État islamique. Et il y avait les fameuses esclaves sexuelles de l'État islamique. Et là, c'était... il y a eu pléthore de papiers. Il fallait en parler, mais il y a eu des fois où c'était un peu... On avait un peu l'impression que c'était... Ah ouais, c'est la guerre et c'est du sexe et c'est trash et allons-y parce que ça marche. Et là, ça pose problème, quoi. Surtout qu'il y a eu des cas, enfin moi, on m'a rapporté des cas où les femmes ont été... entre guillemets, piégées pour être dirigées vers des journalistes alors qu'elles ne voulaient pas forcément raconter ça à des journalistes. Et on les a un peu amenées, voilà, vous vous retrouvez dans une pièce, il y a des journalistes, racontez ce qui vous est arrivé, comment vous avez été violée. Ça fait un peu que celles qui ont été violées lèvent la main, quoi. Et ça, c'est déplaisant. Dans toutes les guerres, les premières victimes sont des femmes. Toujours, elles sont des femmes. Les femmes sont des... C'est terrifiant de le dire. Il faut que ça cesse de toute manière. Quand on veut humilier quelqu'un, on se tourne vers la femme, fondamentalement. Et on humilie un peuple, un pays, une nation, tout ça. Les femmes sont violentes. Dans toutes les guerres, c'est elles qui subissent déjà de la part de leurs hommes et qui après subissent de la part des armées qui viennent détruire et tout ça. Et on détruit les femmes. Toutes les guerres, c'est comme ça. C'est la vérité. Ça ne doit pas... il faut absolument que ça cesse. C'est le combat que mènent beaucoup de femmes aujourd'hui, d'associations dans le monde, partout. Est salvateur, est intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des femmes, de plus en plus de femmes journalistes, j'en connais, qui font dans des zones de guerre et qui font leur travail de manière remarquable, qui sont aussi capables. Mais peut-être que ce n'est pas encore reconnu. C'est comme cette réflexion que fait ce monsieur, de cette rédaction, je ne sais pas, qui lui dit, bon, on va envoyer des gars solides, là, comme ça. Mais elle est costaud, elle fait son travail. Elle fait son travail bien. Donc, oui, bien sûr, dans tous les milieux de la misogynie, du machisme et tout, bien sûr, on le sait, ça. On le sait, malheureusement. C'est un combat à mener.
C'est un combat qui est mené et qu'il faut encore approfondir et aller beaucoup plus loin. Et alors, une autre question, c'est est-ce que quand on raconte la guerre, alors soit on la raconte en fiction, mais après vous l'avez aussi vécu, quand on la raconte, quand on est journaliste, est-ce qu'on en sort indemne? Alors, J'ai Yaria, pour tendance à commencer. dire, personne ne sort indemne d'une guerre. Et une guerre, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. C'est pas vrai. Parce que même celui qui est vainqueur est déjà démoli autant que celui qui est mort, autant que celui qu'on a démoli. La guerre, il me semble, que c'est une défaite pour tous. Pour tous. Parce que celui qui a torturé est aussi mal que celui qui a été torturé. On le sait très bien maintenant. Bien sûr, celui qui apporte des blessures physiques, celui qui est mort pour sa famille, tout ça, c'est incommensurable comme perte. Mais c'est lui qui a torturé, c'est lui qui a lâché la bombe. Mais il est aussi vide, aussi creux que l'autre qui est parti. Il est aussi démoli. Parce qu'on perd son humanité dans une guerre. Il n'y a pas de vainqueur. Qui est vainqueur? Mais qui? Celui qui est soldat a été obligé de pointer son fusil ou d'embrocher quelqu'un avec une baïonnette, ou celui qui vient poitrine ouverte se battre pour la liberté, ou pour son indépendance, les deux ont chuté. Parce que nous avons tous chuté en même temps. C'est notre humanité qui chute. Donc, bien sûr, si on peut parler, moi je suis d'Algérie, et enfant j'ai vécu la guerre d'Algérie, donc dans une grande ville, Oran, ma ville natale. Mais bon, j'ai vu des choses en tant qu'enfant, et c'était des choses pas belles, de toutes les manières. La guerre ne produit pas de quelque chose de beau. Et par la suite, on grandit et on voit tous les gouffres que cette guerre a creusés chez ceux qui sont restés vivants. Pas ceux qui ont été détruits, qui ont été assassinés, tués, ne sont plus là. Mais ceux qui restent sont marqués à vie. On ne sort pas indemne d'une guerre. Personne ne sort indemne. Ni l'enfant, ni l'adulte. Alors c'est la chute de tous. C'est le vieillard qui chute, c'est l'enfant qui a un avenir qui est obéré. C'est ça la guerre. Et ce sont dans tous les pays où il y a eu des guerres, il n'y a que douleur, que ressassement, que concurrence mémorielle, que l'envie de revanche, l'envie de se battre encore, même avec les mots. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il faut être vraiment très, 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 très fort. Faire un travail de longue haleine pour revenir vers l'autre, se mettre en face, discuter et mettre ce récit à deux. Non pas moi je fabrique un récit, toi tu fabriques un récit à deux, et qu'à ce moment-là, peut-être, on pourrait atténuer cette douleur et essayer de créer quelque chose d'autre ensemble. Et vous, alors c'est pas du tout la même chose, mais en tant que journaliste, est-ce que vous avez eu des séquelles comment Ça laisse des traces, quoi. Ouais, ça laisse des traces. Enfin, oui. Enfin, ça laisse des traces, ça laisse des traumatismes, mais bon, qu'on peut avoir avec d'autres choses que la guerre, je suppose, quoi. C'est des choses difficiles, c'est un rapport à la mort aussi particulier, quoi. Après, moi, je trouve que ça génère aussi beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, d'émotions et de liens forts aussi, quoi. Et ça donne beaucoup de positifs, quoi. Enfin, beaucoup de positifs. Moi, ça m'a permis de créer des relations avec des gens ou de voir des gens avoir des relations parce que la mort est surprésente, parce que le danger est surprésent, parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais les relations, les choses positives sont aussi décuplées, quoi. Les joies peuvent être décuplées, les liens d'amitié peuvent être décuplés. Et je trouve qu'on peut aussi... ça aide à contrebalancer les traumatismes, quoi. Après, moi, je te parle là personnellement en tant que personne qui couvre la guerre, quoi. C'est différent quand ton pays est en guerre, que tu restes sur place et que tu vis ces choses-là, quoi. Mais personnellement, de couvrir la guerre, ça apporte tous ces traumatismes, mais ça remplit aussi par plein d'autres choses. Et du coup... Voilà, sachant que le journaliste, en fait, il fait le choix
Le journaliste qui va couvrir une guerre, il fait le choix d'y être et ça change absolument tout. Après, c'est pas pour comparer. Hein, non, c'est pas pour comparer, mais c'est vrai que la grande différence, c'est que si toi ou moi, on se retrouve à un moment sur un terrain de guerre, c'est qu'à un moment, on a dit oui, je choisis d'y aller. Et puis on claque des doigts. Voilà, et on puis claque des doigts, on prend un avion, ça merci, s'arrête, au revoir, quoi. Et ça, c'est très différent. Après, je pense que je reconnais tout à fait ce que tu dis sur le fait que ça crée aussi des émotions très fortes et ça crée une espèce de... Ouais, quelque part, on est aussi très vivant. Maintenant, je rejoins tout à fait Yahya sur le fait que enfin, voilà, ça n'est quand même en définitive que du négatif et c'est quelque chose qui est... C'est un environnement qui est le contraire en fait de l'environnement naturel pour l'humain. Donc ça fausse tout, ça détruit tout et c'est vraiment... Et ça s'arrête pas quand c'est officiellement fini. Ça s'arrête pas quand c'est officiellement fini. Je pense, mais vraiment très humblement, que le journaliste ne sort pas indemne. Mais je crois qu'ils ne sont pas sortis indemnes tous les deux. Bien sûr. Ils sont gentils, ils sont en train d'essayer de... Nous avons un exemple, un écrivain qui est un ami, qui est là avec nous au festival, qui s'appelle Serge Chalandon, qui a été reporter de guerre, qui a travaillé sur l'Irlande pour Libération et pour d'autres journaux, qui a travaillé sur le Liban. Mais jusqu'à aujourd'hui, il se rappelle des choses. Jusqu'à aujourd'hui, il travaille sur cela encore. Il ne sort pas indemne d'une guerre, même quand on y est extérieur, même quand on est journaliste. Ce n'est pas possible de voir des femmes, des enfants piétinés, tués, torturés. C'est quelque chose d'abominable. Parce que ça touche notre être même. Ça touche l'intégrité de chaque individu et la dignité de chaque individu. Donc, bien sûr, il le disait bien, Thibault, il y a quelque chose qui se passe aussi entre les hommes, entre les êtres qui sont là, des moments de joie. Mais c'est vrai, bien sûr. Mais au fond, il y a une fêlure. Au fond, tu sais qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de notre humanité, de l'ordre de la laideur de l'humanité. C'est cela. Et ils vont le porter longtemps. On va trouver comment échapper, tout ça. On le portera toujours, cette laideur, parce qu'elle est réelle. Parce qu'on a vu des hommes et des femmes défaits. Et ça ne quitte pas. Ça sera ça. Bien sûr qu'il faut vivre. Bien sûr qu'il faut aller de l'avant, bien sûr. Mais la fêlure est là. Oui, et aussi parce que, je ne sais pas si toi tu partageras cet avis, mais cette laideur, on s'aperçoit qu'elle est au fond de chacun de nous, en fait. Et que elle s'exprime quand il y a la guerre chez certaines personnes. Mais des gens qui se mettent à faire la guerre, qui se mettent à faire des horreurs, et qui, 15 jours avant... étaient tranquilles, posés, avec une vie de famille, intégrés dans une ville et un métier. C'est ça l'histoire de la guerre et des gens qui combattent, quoi. Et je pense pas qu'il y ait des gens qui soient foncièrement mauvais et qui se mettent à faire des horreurs. Ça touche tout le monde, quoi. Ça peut toucher n'importe qui. Ouais. Et quel que soit... souvent, la guerre, telle qu'elle est racontée, moi, je trouve qu'il y a un peu une espèce de dualité, les méchants et les gentils, quoi. Alors qu'en vrai... C'est beaucoup plus complexe. Oui, déjà, c'est plus compliqué. Et cette laideur, elle est dans les deux camps, quoi. Même les gentils font des... Enfin, même les gentils, entre guillemets, font des horreurs. Bien sûr. Mais là aussi se pose la question de la légitimité du combat pour la liberté, par exemple, pour l'indépendance. Quand nous sommes... le gouvernement américain, avec Bush Junior, décide d'attaquer l'Irak, il y a quelque chose de l'agression. Et qu'il était légitime que les Irakiens se battent. Ils ont été défaits. Mais c'est une guerre totalement injuste. Et l'Irak est dans un état terrible. Quand on voit la Syrie aujourd'hui, tout le monde se fait la guerre en Syrie. Sauf les Syriens qui meurent ou qui partent en exil. Voilà. Alors le gouvernement a fait la guerre, les islamistes font la guerre, d'autres pays nombreux se font la guerre, en assistant telle et telle fraction, et c'est les Syriens. Il y a 8 millions ou plus de Syriens qui sont en exil, qui ont quitté leur pays. Il y a, je crois, quelque chose comme 500 000 morts. 500 000 morts de cette guerre. C'est épouvantable. Le pouvoir politique est toujours là, malheureusement. Il est toujours là. Les islamistes sont encore là.
hein, ils détiennent des poches encore. Et c'est qui a perdu? C'est les Syriens. Donc il y a aussi une question de légitimité. Ça me rappelle la Seconde Guerre mondiale et l'être un soldat allemand de Camille qui écrivait « Alors même que je vous reconnais votre part d'homme, alors même que je vous combats, je vous reconnais votre part d'homme. » C'est ce que disait Thibault, ce qu'il expliquait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un être humain comme moi là-bas. Mais on a bien vu qu'il y avait des bourreaux nazis qui, quand ils rentraient chez eux, ils étaient de formidables pères pour leurs enfants, attentionnés, tout ça, et qui écoutaient la musique classique. Ça ne les empêchait pas de gazer les juifs, parce qu'ils étaient juifs. Et c'est cela. Mais la guerre aussi, c'est donc deux camps qui s'affrontent. Souvent, c'est politique aussi. En fait, quand on va, en tant que journaliste, aller couvrir un conflit, pour être en sécurité, on est soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, on a forcément une vision un peu biaisée aussi du conflit. Alors ça, comment, en tant que journaliste, vous faites pour faire la part des choses, ou vous avez fait? Alors moi, la guerre que j'ai le plus couverte, la seule guerre que j'ai vraiment couverte, c'était donc la guerre dans le nord de l'Irak contre l'État islamique. Donc aller en fait de l'autre côté parler aux mecs de Daesh, c'était pas vraiment une option. Mais c'est vrai. Enfin, ceci dit, la question reste légitime et oui, c'était intéressant aussi d'avoir par exemple des récits de gens qui avaient vécu sous le califat et qui racontaient alors c'était pas ils racontaient pas des choses très gaies, mais c'est intéressant aussi de se dire d'accord, qu'est-ce qui se passe derrière la ligne de front? C'est pas juste c'est pas juste un grand vide, ou c'est pas le Mordor, ou voilà, il y a des choses qui se passent aussi. Mais voilà, moi dans mon cas, la question c'est pas vraiment posée en fait. Moi, la question c'est pas souvent posée non plus, mais après ça dépend du contrat de départ, quoi. Parce que si, quand tu es lecteur ou quand tu consommes l'information, tu te dis « Ah, voilà, je veux avoir une vision équilibrée de la situation, etc. » Généralement, le contrat, c'est là où la confiance, elle se perd dans les journalistes, parce que c'est mal compris. Le contrat de départ, les journalistes, ils n'arrivent pas en disant « Voilà, j'ai fait un reportage, voilà quelle est la vérité et comment ça se passe. » Le journalisme, généralement, il explique, voilà, moi aujourd'hui j'ai suivi des combattants d'une Katiba, je passais la journée avec eux et il dit ni ils sont gentils, ni ils sont méchants, ni ce qu'ils font c'est bien ou mal, il explique comment ça se passe et ce qu'ils font, quoi. C'est voilà ce qui se passe là, en fait. Oui, voilà. Et l'incompréhension après, c'est les gens qui vont regarder ça, ils vont dire ah oui, mais alors comme par hasard, on parle pas de ci, on parle pas de ça. Mais le contrat de départ, il a jamais été de dire je vais vous parler de tout, vous présenter la situation sous tous les angles possibles. Il faut comprendre que c'est des fragments en fait. C'est comme si c'était une boule à facettes et on montre une seule facette, mais il y en a des dizaines d'autres. Mais en expliquant bien, on va pas montrer toute la boule à facettes. Et souvent, je trouve l'incompréhension sur la confiance faite aux journalistes, elle peut, il y a une part de, c'est un problème multiple, mais il est là-dedans, quoi. Les gens s'attendent à avoir toute la boule à facettes et sont déçus en disant ah, comme par hasard, on nous montre qu'un côté de la boule à facettes. Mais le contrat de départ, il est respecté. Et personne n'a jamais dit rien d'autre que je vais vous montrer un tout petit miroir de cette boule à facettes, quoi. Et il faut bien comprendre aussi la question de la subjectivité, parce qu'en fait, moi, je pense que l'objectivité n'est pas possible, pour la simple et bonne raison qu'on fait des choix en permanence, en fait. C'est-à-dire que Thibault, quand il cadrait dans sa caméra, ou moi, quand je cadre dans mon appareil photo, on choisit à un moment de mettre ça dans un cadre et de laisser ça en dehors. Et on prend la photo ou la vidéo à un certain moment, pas avant, pas après. Et ensuite, il y a toute une série de choix qui sont faits par nous-mêmes dans l'editing ou dans le montage. Il faut bien comprendre qu'il y a de la subjectivité et c'est pas un problème, de toute façon c'est inévitable, mais il faut juste en être conscient et il faut que les personnes qui reçoivent en fait l'information en soient conscients aussi. Je pense moi à des endroits où on a vu des journalistes aussi embarqués avec l'armée française, où on montre que ce biais-là, et donc est-ce que c'est pas à ce moment-là un peu de la propagande aussi? C'est les Américains qui ont commencé. Ouais. Embedded, c'est ça, on disait, c'est les Américains, les journalistes qu'on emmène. C'est une manière de voir. Oui, mais aussi, alors c'est vachement compliqué parce que tu finis toujours par te faire avoir et faire la com de l'armée, mais d'un autre côté, si tu veux aller faire des reportages en Afghanistan pendant la guerre, bon, c'est compliqué.
en tant que journaliste blanc, étranger, de se balader seul dans les zones gérées par les talibans, quoi. Et ça a été pareil avec Daesh, parce que tu sers de monnaie d'échange, etc., quoi. Mais les reportages en vedette, j'ai l'impression que tu penses toujours que tu vas pouvoir mettre la distance, etc., mais au final, tu participes toujours à faire la communication de l'armée, quoi. Parce qu'ils ils envoient des journalistes à des endroits et ils choisissent les images aussi qu'ils veulent montrer, quoi. Ou ils choisissent pas les images en tant que telles, mais ils choisissent de t'emmener là et pas ailleurs. Ils choisissent, tu vois, et c'est comme tu disais tout à l'heure, tu es derrière la caméra et t'appuies. Là, en plus de ça, il y a quelqu'un qui, tu vois, de par le fait qu'on va te dire ah bah non, là-bas on peut pas y aller aujourd'hui, on peut pas, c'est trop dangereux, ou c'est, tu vois, quelle que soit la raison, mais tout ton reportage est orienté. Et ça, t'as beau le cadrer, tu peux, tu vois, l'enrober pour bien l'expliquer et tout. Au final, tu auras toujours une armée qui occupe un pays, soi-disant, enfin c'est toujours le même truc, que ce soit en Irak, en Afghanistan, pour la liberté, pour amener l'éducation, l'électricité et tout. Et au final, tu auras toujours des images de gentils soldats qui œuvrent pour le bien et la paix, alors que c'est extrêmement plus compliqué, quoi. Je voudrais, on va pas finir tout de suite, mais que vous me parliez, vous m'avez tous dit que, et on en a parlé là ensemble, c'est que la guerre, on pense à la mort, mais en fait la guerre aussi, c'est des relents de vie. C'est un peu, c'est des petites histoires de l'humanité aussi. C'est aussi il y a des choses très fortes aussi positives qui peuvent ressortir en fait de ces horreurs. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire un souvenir ou peut-être des histoires qui vous ont marqué et qui soient un petit peu positives dans toute dans ces guerres? Une histoire familiale ou je sais pas. Non, mais c'est un peu toute la vie du quotidien, quoi. Tout est un peu plus, tous les actes positifs sont un peu plus beaux, un peu plus forts, un peu plus. Tout est un peu plus intense. Tout est un peu plus intense, quoi. Un exemple. Ce qui est beau, si on trouve de la beauté dans la guerre, mais en fait c'est ça, c'est la solidarité entre les hommes. À un moment donné, quand vous bombardez un pays et que ce sont des personnes innocentes qui sont là en dessous, qui reçoivent des bombes, il y a toujours le voisin qui va prendre l'enfant de telle famille et courir avec pour s'abriter. C'est comme ça. Quand vous avez une guerre qui se passe dans un pays et que les gens sont affamés, celui qui a un morceau de pain le partage avec tous les autres. Ça, c'est évident, bien sûr. Ça se passe partout, dans tous les conflits. Les gens partagent ce qu'ils ont, ceux qui sont agressés, ceux qui sont humiliés, savent ce que c'est que le partage, savent ce que c'est que la solidarité, savent ce que c'est que l'amour qu'ils se doivent les uns les autres. Et ça dans toutes les guerres, les rescapés vous racontent ça, des moments de partage et de solidarité. Et puis les gens... Pardon, vas-y. Non, j'en prie. Non, j'allais dire, puis les gens sont extraordinairement forts, en fait. Parce que vous avez des gens qui ont vécu des choses abominables et qui... je sais pas, vous arrivez, vous allez les voir et voilà, ils vous demandent comment vous allez, ils vous demandent si vous voulez pas boire du thé, tout ça. Enfin, je pense qu'on prend beaucoup de claques, en fait, humainement parlant, sur ce genre de terrain, parce que... Voilà, quoi, parce qu'il y a ce côté... non, les gens, en fait, ils ont une force, et ils ont... Alors, pas tous non plus, c'est pas manichéen, mais voilà, moi, ce qui m'a vraiment frappée, c'est la force des gens, quoi, cette espèce, un peu comme ce que disait Yaria, quoi, cette espèce de générosité, et voilà, quoi, quelque chose de très lumineux, en fait, chez certaines personnes. Du coup, est-ce qu'il y a des réactions, des questions sur le chat pour finir? Quelques questions sur les trajectoires de vie. Comment on passe du reporter de guerre au maraîcher? Ça se fait très simplement.
Un jour, on en a marre. Enfin, moi, maintenant, j'ai un regard beaucoup plus critique sur le journalisme. Je trouve que c'est utile, mais moi, ça me remplissait plus, quoi. Je trouve que ça a pas trop d'incidence, quoi. D'ailleurs, je pense que c'est un peu l'échec, que ce soit les romans ou le journalisme, enfin les écrivains ou les journalistes. Vraisemblablement, depuis très longtemps, on raconte pas si bien la guerre que ça, parce que les gens continuent de la faire, quoi. Alors que dès enfin, je veux dire, quand on lit les récits de la Première Guerre mondiale, des mecs qui l'ont vécu, qui expliquent toute l'horreur, enfin, je veux dire, il n'y a même pas d'image, rien, c'est juste un texte. Et pourtant, on refait des guerres, on refait des guerres, on refait des guerres. Et moi, d'une certaine façon, je me dis qu'on n'arrive pas à montrer cette horreur, quoi. Si les gens se rendaient compte de ce que c'est que la guerre, non, mais c'est vrai. Enfin, ça paraît un peu con à dire, quoi, mais vraiment, les gens se rendent pas compte de ce que c'est que la guerre. Et du coup, ça, c'est un peu l'échec, je trouve, enfin, en tout cas, dans mon cas, du journalisme. Et du coup, que ça serve à rien, que les gens n'aient pas d'empathie de manière générale pour les gens qui traversent les Méditerranées en fuyant ce genre de situation qu'on décrit, continuent de faire la guerre, etc. Du coup, moi, ou que les politiques disent voilà, en Syrie, attention, hein, la ligne rouge, ça va être qu'on gaze des enfants, qu'on utilise des gaz chimiques, etc. Et que des journalistes se cassent le cul à le démontrer et que ça ne change rien. Moi, j'en ai eu un peu ras-le-bol de tout ça. De tout et ça. Du coup, tu t'es mis aux carottes. Et du coup, je me suis dit, ça sera plus utile de nourrir des gens, et voilà. Pour retrouver du sens, en fait. Ouais, exactement. Pour retrouver du sens, un sens que même si je trouvais ce métier génial, je trouvais plus, quoi. Je trouvais plus cette utilité, quoi. Voilà comment on passe. Et alors, il y a une autre question. Moi, je ne crois pas que la guerre soit l'état normal de l'humanité. Je crois fort. Et nous devons tous croire fort que l'état normal de l'humanité, c'est la paix, fondamentalement. Parce que c'est cela, c'est vivre ensemble, être ensemble et partager un certain nombre, cet espace-là et ce temps que nous passons sur Terre. Et donc ce n'est pas une fatalité. Et il n'y a pas échec de la littérature. Il y a l'échec de notre présence au monde, précisément. Et cette présence, il faut la renouveler autrement, précisément. Et il y a des femmes et des hommes de partout dans le monde qui œuvrent dans ce sens-là, qui œuvrent pour que la beauté arrête, pour reprendre cette phrase de Lacan, arrête l'horreur fondamentale. Partout où il y a des femmes et des hommes mobilisés pour créer, inventer, produire de la pensée, créer de l'art, pour effectivement faire reculer tout ce qui est cette barbarie qui est en nous. Et donc, il faut espérer, plus qu'espérer, il faut avoir l'espérance, chevillée au cœur, pour dire que la paix, c'est notre état normal. Enfin, c'est ce que je pense. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question, si on répond assez vite. Une dernière question pour Emilienne. Comment on passe de la photographie aux mots? Alors, moi, j'ai pas quitté la photographie puisque ça reste mon métier principal. Moi, j'ai la double casquette en fait. Je fais des photos et j'écris. C'est deux moyens différents pour raconter des histoires et qui ne sont, en tout cas dans mon cas, qui ne sont pas en concurrence ou en compétition l'une avec l'autre. Il y a des histoires que je raconte en images et des histoires que je raconte en mots, et le choix se fait de façon assez instinctive et assez fluide. Donc il n'y a pas vraiment eu de passage, c'est vraiment raconter des histoires de deux façons différentes. Ok, est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose? Relater la guerre, ce n'est pas facile, et puis c'est pas notre rôle. Nous avons essayé peut-être d'approcher un petit peu eux avec l'expérience de journalistes, reporters de guerre qui étaient sur le terrain. La preuve que Thibault, ça l'a traversé ces guerres, puisqu'il s'en est éloigné radicalement et qu'il s'occupe des champs, et c'est magnifique. La preuve. Donc voilà, il faut, je crois, peut-être inventer
nous continuons à nous inventer comme ça parce que relater la guerre, on n'aimerait pas avoir à la relater, on aimerait avoir à écrire des ouvrages et d'autres à peindre, d'autres à faire des photos, d'autres à construire des maisons, des immeubles, des cathédrales, des mosquées, des temples. C'est ça ce qui nous, autour duquel, c'est autour de cela que l'on doit se réunir, il me semble. Comme ça, on n'aura plus de guerre à relater. Merci beaucoup. C'était Merci. très intéressant. Et puis, Merci. voilà. Le tableau s'arrête. Merci. Bonjour, je suis Astrid Manfredi. Voilà, je suis déjà venue à plusieurs reprises au Festival du premier roman et des littératures contemporaines de Laval. La première fois, c'était en 2016 pour mon premier roman La Petite Barbare, donc qui avait été sélectionné pour le festival. Ensuite, la seconde fois en 2018, puisque j'ai reçu le prix du meilleur second roman pour Havre Nuit. Et voilà, ça va être une grande fierté pour moi parce qu'un deuxième roman, c'est jamais facile, quoi. Donc, ça avait donné un élan quand même à ce livre et je suis heureuse que ça ait pu avoir ce retentissement, d'autant que c'est un livre que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup toute